Alors, professeur, le défi à relever dans le secteur du mine de la RDC, 21 ans après la promulgation du code minier, puis révisé en 2018, quels sont réellement ces défis aujourd'hui? Est-ce que l'on toujours parle des défis alors que notre code minier est déjà vieux, disons? Ce qu'il faut entendre par le code minier, c'est une loi qui organise les activités minières en République démocratique du Congo. Mais quand on établit les lois, il faut les appliquer. Et donc, il se pose beaucoup de problèmes depuis 21 ans dans les applications de certaines dispositions de la loi minière. Je prendrai juste quelques exemples. Par exemple, pour la loi de 2018, lorsqu'on parle des cahiers des charges que doivent établir les miniers, et que ces cahiers des charges, pendant l'exécution du PE, donc pendant l'exploitation, ils doivent au même moment en train d'exécuter leur cahier de charges, qui reprend certaines activités, bien sûr, de développement communautaire. Donc des travaux qui doivent financer pour faire par exemple certains ponts si ce sont entendus dans ce cahier des charges sous cette forme-là. Mais aujourd'hui, depuis la promulgation en 2018 et aujourd'hui on est en 2023, ça fait 5 ans. Et donc un cahier des charges qui devait être signé pour 5-6 ans et être exécuté dans les 5 ans, il n'y a presque pas une seule société qui a commencé les travaux qui sont dans le cahier des charges. Ils ont établi des cahiers des charges, puisque la loi le demande, mais les exécutions traînent. Il y a le paiement de 0,3% du développement communautaire qui est demandé comme dotation aux communautés qui sont impactées par les activités minières. Les 0,3% du chiffre d'affaires qui doit être déposé chaque année pour contribuer aussi au développement de la communauté locale. Bon, jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas encore exécution. Donc il y a un peu certaines dispositions de la loi qui traînent à être appliquées. Et ça, c'est pour nous considérons comme étant des défis. Il y a eu beaucoup de défis qu'il fallait relever avec le code minier de 2002. Puisque quand on a promulgué le code minier de 2002 en appelant les investisseurs, on s'attendait à ce que ce boom minier puisse aussi booster l'économie congolaise. Mais ce qui n'était pas le cas. Donc la plupart des taxes et redevances que le pays pouvait récupérer ne pouvaient suffire simplement que pour son administration d'une manière générale. Donc on n'a pas vu grand-chose changer et surtout ça n'a pas beaucoup impacté les communautés locales. Donc là où il y a des mines, on n'a pas vu vraiment des développements comme dans l'histoire où nous avions des sociétés qui naissaient, Gécamine, Lamiba, et quand ça naissait, donc autour on sentait qu'il y a une société qui venait de s'installer et les choses bougent. Mais ce n'était pas le cas. Donc ça a beaucoup plus profité au privé qu'à l'État. Ce qui a conduit bien sûr à la révision du code minier en 2018. Est-ce que quand on a revu, il n'y a plus de défis? Bien sûr, les défis pour la plupart qui sont même énumérés dans mon livre, ce sont des défis que le législateur lui-même a évoqués. Les défis sur par exemple la recherche minière, les défis sur l'augmentation des recettes de l'État et les défis bien sûr de la répartition globale de redevances minières entre l'État, la province, les ETD, puisqu'au début on amenait tout à Kinshasa et puis on devait rétrocéder. Alors tout ça doivent être appliqués, mais maintenant c'est dans l'application que ça traîne. Quand on a promulgué en 2018, on a dit qu'il fallait attendre 5 ans pour essayer d'évaluer. Et donc nous sommes normalement à la période où nous devons évaluer ce qui a été fait comme réforme en 2018. Et je crois que point par point, si vous lisez le livre, vous pouvez essayer de voir les défis que j'ai énumérés, si on a essayé de relever tous ces défis-là. Mais pour la plupart, je crois que ça reste encore à relever. Donc, évaluation, mais s'il faut, moi je suis plus intéressé par, voilà, s'il faut nous faire un dessin, nous faire une illustration pour se rendre finalement compte de ce qui a été fait 5 ans après la promulgation
code minier rénové, on doit dire quoi exactement? Que l'on doit retenir? Qu'est-ce qui a été fait exactement? Parce que là, vous avez énuméré les défis, mais finalement... Bah... Qu'est-ce qui a été fait? Lorsqu'on a revu le code minier en 2018, l'État visait l'augmentation, par exemple, des recettes. Puisqu'on avait vu qu'avec le code minier de 2002, les recettes de l'État n'étaient pas suffisantes. Et ça, sur ce point-là, il faut dire que les recettes ont augmenté. Quand on a revu toujours le code minier en 2018, on voulait que les communautés locales, certaines choses au niveau des communautés locales soient directement fait à la base. Et non, ça part au niveau du national et puis ça revient. À ce niveau-là, il faut dire que les provinces ont commencé avec la révision de 2018 à prendre directement les recettes des redevances qui sont dues à la province. Les ETD, la même chose. Et aujourd'hui, les provinces comme le Haut-Katanga, le Lualaba sont des provinces qui se développent avec tout ce que nous voyons, qui sont des choses qui ont été décidées avec les innovations de 2018. L'organisation, par exemple, aussi des activités minières. On a essayé de mettre un peu des lois pour essayer de minimiser un peu la fraude minière au niveau des activités artisanales. Sur ce point-là, ça traîne encore, et donc il y a des choses encore à faire. Et donc, le législateur avait analysé entre 2002 et 2018 tous les problèmes qu'il fallait résoudre. Et la plupart des problèmes sont énumérés dans mon ouvrage. Partant de la recherche géologique, l'organisation par exemple des recherches par l'État sur des différents blocs où il devait étudier les zones minières et rechercher bien sûr des minéralisations. Et lorsqu'on les retrouve, le code minier avait déjà prévu comment on pouvait mettre ces nouveaux gisements par des appels d'offres, on pouvait les donner au privé. Et tout ça, ça a été énuméré. Mais quand on regarde aujourd'hui la recherche géologique, elle devait être faite avec l'argent qu'on collecte des 10% des redevances minières qu'on appelle FOMIN. Bon, FOMIN aujourd'hui est déjà organisé, il y a déjà la société qui a été créée, mais ils sont en train de se battre pour essayer de compléter les textes d'organisation de FOMIN pour commencer. Mais 5 ans sont passés, donc on ne voit pas encore l'impact de ce que l'on voulait de FOMIN déjà préparé l'après-mine, avec certaines choses comme des nouvelles mines pour essayer d'allonger les durées de vie de nos mines, ou soit financer des activités de développement durable dans des zones où demain, si on ferme les mines, on ne laisserait pas, ça ne serait pas des zones sans activité, mais on laisserait d'autres activités à la place des mines. Et donc tout ça, c'est une politique qu'il faut mettre, mais qui demande du temps. Au niveau bien sûr des miniers, on avait demandé à ce que les miniers puissent contribuer un peu, par exemple, au développement, comme je vous ai dit, des communautés locales, en signant des cahiers des charges avec les 0,3% de développement communautaire. Et ça devait avoir un impact sur l'émergence à peu près des zones qui environnent les activités minières. Mais bon, comme ça traîne jusqu'à aujourd'hui, on ne voit pas cet impact un peu à plusieurs endroits. Il y a une autre chose qu'il faut dire, c'est que l'argent, quand on a reparti entre le pouvoir central, la province et les ETD, c'était pour qu'il y ait un développement à la base. Mais à ce niveau-là, ce qui a été constaté, c'est que la gestion de l'argent qui est versé aux ETD, comme en province et ça, c'est une gestion qui doit être accompagnée par certains textes pour que les gens n'utilisent pas l'argent n'importe comment. Et donc, la façon dont l'argent est utilisé à la base, ça laisse un peu à désirer. Donc, ce qu'on attendait comme développement, on ne le voit pas puisque l'argent est affecté autre part. Si vous donnez à un chef coutumier, il commence à acheter pour développer, il achète des jeeps, ou bien vous donnez
hein, vous donnez à des provinces des parties qui sont détournées, etc. Donc, ça, ce sont des facettes qu'on n'avait pas prévues, hein, qui doivent normalement entrer dans la gestion, dans la gouvernance globale de notre pays, où il faut renforcer la gouvernance en essayant de diminuer beaucoup plus la corruption, le vol, les détournements. Il y a beaucoup d'infirmités, on se rend finalement compte, mais on dirait que ça manque aussi ces côtés coercitifs. Il n'y a pas de dispositions, par exemple, qui contraignent les opérateurs miniers, notamment à respecter les cahiers de charges, à respecter toutes ces innovations, la dotation de 0,3% de chiffre d'affaires. La loi elle est contraignante. C'est une loi qui doit être appliquée dès qu'elle est promulguée. Et donc ça, c'est le travail du ministre de Mines, c'est le travail du gouvernement, c'est le travail des provinces, puisque hein, quand vous lisez le code minier, hein, on a déjà réparti les tâches hein, des animateurs dans le secteur de mines, de la présidence jusque bien sûr aux ETD. Chacun a une tâche donnée hein, qu'il doit essayer de faire pour que l'activité soit... C'est pas le ministre de Mines seul, hein, le ministre de Mines a un regard un peu sur l'application d'une manière générale. Mais quand il s'agit d'organiser par exemple des activités artisanales, c'est beaucoup plus la province. Hein, quand il s'agit de signer certains décrets pour accompagner bien sûr le code minier, c'est le Premier ministre, comme il l'a fait par exemple pour le règlement minier, on a déjà signé, comme il l'a fait pour Fomine. Il y en a d'autres qui peuvent venir pour essayer d'accompagner la loi. Et donc à chaque niveau, chacun a un rôle et doit faire son travail. Mais moi je préfère revenir sur le problème qui bloque plus notre secteur de mines, hein, qui est le problème de la connaissance même de notre potentiel minier. Donc, les structures que nous avons, la CTCPM, CEC. Ce sont des structures de ministère de Mines bien étudiées pour que tout se fasse correctement. Mais il y a ces services tels que le service géologique qui n'ont pas de moyens jusqu'aujourd'hui, qui ne sont pas accompagnés par Fomine, hein, pour essayer de faire de la recherche géologique pour le compte de l'État congolais. Nous sommes censés, en étant des propriétaires de notre sol et sous-sol, d'étudier, de le connaître très bien. Vous n'allez pas essayer de réguler les choses sans que vous n'ayez toutes les connaissances. C'est comme ça qu'on arrive à signer des mauvais contrats, puisqu'on n'a pas beaucoup d'informations géologiques sur notre propre sol et sous-sol. On laisse presque le tout au privé. Et quand les privés, bien sûr, font de la recherche, ils mettent les moyens, ils s'imposent pour essayer de prendre plus des parts. Et donc quand vous signez un contrat, même si c'est une société de l'État avec que vous créez, hein, oui, et qui doivent signer des partenariats, nous récupérons simplement toujours des petits pourcentages et les dividendes que nous récupérons à la fin sont des dividendes qui sont insignifiantes. Et donc, ce qui fait que toutes nos sociétés du portefeuille de l'État qui ont misé sur des partenariats pour essayer de reprendre leurs activités, malgré le code minier de 2002 et de 2018, il n'y a presque pas de société qui s'est relevée. Donc, non, il n'y a presque pas une seule société qui s'est relevée. Toutes ces sociétés sont restées dans des partenariats où on récupère des dividendes qui essaient de combler à peu près toutes les charges sociales, et parfois l'État aussi voulant augmenter ses recettes, essayer de prendre cet argent. Bon, on se retrouve au final avec des sociétés qui deviennent des sociétés commerciales des permis ou dans les contrats, et ils ne font rien, ils attendent simplement l'argent, ce sont les privés qui travaillent. Et pourtant nous devions avoir des sociétés compétitives, des sociétés qui pouvaient donner beaucoup plus de moyens à notre pays. Et sans les moyens, donc ils sont obligés d'année en année de continuer à mettre dans les contrats tous leurs actifs miniers. Et au final, on va se retrouver avec des sociétés sans un seul actif minier, et tout va aller vers les privés qui ont les moyens et qui font et la recherche aujourd'hui et l'exploitation. Et nous, donc, nous ne récupérons que des parties. Alors, un autre problème aussi de notre secteur minier, c'est d'ailleurs aussi mentionné dans votre livre, c'est l'exploitation minière artisanale. L'État reconnaît que des millions de dollars fuitent de chaque au fisc.
Quelle est votre recette pour la recette magique pour justement encadrer ces secteurs, mais aussi pour que les secteurs soient vraiment bénéfiques au pays? Le secteur de l'artisanat est un secteur important. Puisque même si nous avons... il y a eu beaucoup d'investisseurs et création de plus d'une soixantaine de sociétés minières aujourd'hui, qui sont des sociétés bien sûr actives, hein, donc, et qui font du travail. Il y a plus de sociétés que ça, mais qui sont encore parfois dans des recherches, puisque un permis de recherche il prend 5-10 ans pour trouver le gisement et puis commencer l'exploitation. Donc ceux qui sont actifs, ce sont des sociétés qui exploitent déjà et qui vendent déjà certains produits miniers marchands. Et donc, même si nous avons créé toutes ces sociétés, mais la plupart des sociétés, c'est 1000 personnes, 2000 personnes, 2000 agents. Et quand on va jusqu'au contractant, on peut atteindre 5000. Et donc, quand vous multipliez par soit 60, bon, c'est peut-être 200, 300 000 personnes. Mais nous sommes combien, la population congolaise? Et donc, bien sûr, tous ne doivent pas se retrouver dans les mines, mais les mines pouvaient booster beaucoup de choses, hein, avec les sous-traitances, les créations des sociétés hein, auxiliaires, qui sont des sociétés, bien sûr, qui naissent avec l'activité minière. Et donc, on ne pouvait pas prendre tout le monde et donner de l'emploi à travers les sociétés minières. On a permis quand même sur des gisements qui ne sont pas très importants. C'est-à-dire des gisements où il y a présence des minéraux, mais si on met une exploitation industrielle, ça risque de prendre une année et puis ça s'épuise. On ne peut pas mettre une société qui ne peut pas être amortie en moins d'une année comme ça. Hein? Donc on ne peut pas donner de l'argent pour l'investissement et remettre l'investissement avec un tout petit gisement. Et donc pour des petits gisements de ce type-là, la loi permet à ce qu'on puisse développer des activités artisanales. Normalement, donc les étrangers ne peuvent pas être là. Bon, là c'est aussi un autre problème. Nous nous retrouvons, bon, il ne faut pas dire les Chinois, il y a presque un peu tout le monde. Bon, aujourd'hui, nous avons beaucoup plus des partenaires chinois, puisque c'est eux qui investissent dans beaucoup de choses que moi j'appelle des sociétés parfois à risque, hein, puisque la plupart des privés cherchent déjà ce qui est déjà découvert pour essayer de faire quelque chose. Mais il y a ceux qui prennent les risques et qui vont chercher dans les fins fonds de notre pays. Ils ne sont pas nombreux. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que la loi permet à notre population d'exploiter ces petits gisements et de vendre leurs minéraux vers des entités de traitement ou des usines de transformation. Et donc, il y a eu des sociétés qui sont nées, hein, qu'on appelait des entités de traitement et qui n'attendaient que les produits de l'artisanat. Mais il se fait à un certain moment que les produits de l'artisanat, hein, il y a un peu, on se bouscule. Hein, ces entités de traitement peuvent se retrouver parfois sans minéraux. Et donc ils se bousculent, ils préfinancent les activités artisanales en donnant de l'argent pour qu'on aille chercher. Et quand on vous donne, c'est comme une dette. Donc ça devient quelque chose qui devient un peu comme de la contrainte. Donc vous devez remettre avec les exigences de celui qui vous a donné l'argent. Et donc les choses ne s'organise pas tel que ça devait s'organiser, hein, où les Congolais devaient s'organiser dans des coopératives, être comme des boss, et qui vendent, et qui négocient leurs marchandises. Mais là, c'est quand on donne de l'argent, et donc on exploite presque notre population. Et ça, ce sont des choses que nous étions en train de voir quand j'étais ministre de Mines, pour essayer de voir comment on pouvait résoudre un peu ces problèmes à travers des structures organisées comme l'autorité de régulation et de contrôle des marchés, hein, des substances, on avait commencé stratégiques telles que le cobalt, le coltan, hein, là où c'est beaucoup plus envié. Et même l'or, par après, on commençait à étudier là-dessus. On a créé aussi, par exemple, EGC, hein, l'entreprise générale de cobalt. Qui peine à fonctionner jusque-là, même. Oui, donc, c'est le problème de EGC qui peine à faire, c'est un problème de changement. Quand on change d'animateur, ceux qui arrivent, ils reprennent un peu comme s'ils commencent à réétudier le dossier. Mais déjà avant, il n'y avait rien. Et quand ils réétudient le dossier, bon, moi je connais très bien l'histoire de EGC, hein, puisque c'est moi qui étais avec, en ce temps-là, Albert Yoma qui était le PCA de EGC, bon, la GECAMINE, on avait étudié, et je crois que quand on avait défendu, si on avait suivi ce qui était déjà proposé, nous devions aller déjà très loin. Il était convenu que EGC devait jouer dans l'encadrement.
dans l'encadrement en donnant même des moyens. Donc une société de l'État, une société congolaise qui encadrerait nos creuseurs pour qu'ils exploitent dans des meilleures conditions. Et en ce moment-là, après avoir exploité dans les meilleures conditions, on leur achetait totalement les minéraux. Et là, nous avions voulu commencer par des minéraux de cobalt simplement. Comme là, c'était une première expérience qu'on devait voir. Et là, les années qui suivaient, 3-4 ans après, on devait voir ce qu'il faut faire, s'il faut étendre l'activité à d'autres sociétés. Mais il fallait commencer quelque part. Mais la seule société que nous avons créée, que nous voulions déjà commencer, a eu beaucoup de problèmes. Les artisanaux avaient déjà accepté. Mais les problèmes sont beaucoup plus liés aussi aux provinces, puisque les provinces ne voulaient pas tellement. Moi, il faut quand même dire la vérité, puisque les provinces gèrent au quotidien l'activité artisanale. Se voir mettre une société qui doit commencer à contrôler les activités qu'ils trouvent que pour eux, c'est vraiment une activité rémunératrice. Bon, ils ne peuvent pas vous la laisser facilement. Et donc, il fallait que l'État, au niveau national, puisse un peu s'imposer pour mettre un peu de l'ordre. Puisque ne pas le faire, nous nous retrouvons aujourd'hui avec une activité qui n'est pas très bien gérée. L'État ne gère même pas le secteur de l'artisanat et c'est le secteur aujourd'hui qui est resté le secteur avec beaucoup plus de fraude. Alors, et chose grave encore, quand on ne trouve pas de minerais, puisqu'on a déjà pris par exemple l'argent d'un Indien ou d'un Chinois ou je ne sais pas d'un privé tel, quand on ne trouve pas de l'argent, on va voler dans les concessions des privés qui ont déjà, qui sont des détenteurs des PE, PR, etc. Et donc cet empiètement-là crée déjà des problèmes entre les sociétés et les artisanaux. Et ce sont des défis qu'il faut relever dans ce pays. Bien sûr, il faut aussi dire que 20 ans se sont écoulés, la plupart des sites où il y avait des minéraux, où on faisait l'artisanat, sont épuisés. Et la loi demande à ce qu'on ne dépasse pas des 20-30 mètres, puisque le soutènement des terrains devient difficile. Pendant la saison de pluie, on n'exploite presque pas. Nous nous retrouvons donc avec beaucoup de difficultés d'exploitation, avec des morts d'hommes, etc. Donc on avait mis dans la loi, on ne dépasse pas 20 mètres. Donc soit vous faites carrément une découverture, mais là où commence le sol et les galeries en bas, il ne doit pas avoir des profondeurs de plus de 20 mètres. Et donc ça commence à demander beaucoup plus de moyens. Quand vous avez un gisement qui est à 100 mètres, vous devez d'abord tout enlever au-dessus. Et qui finance ça? L'État n'a pas de moyens. L'État n'a pas encore organisé ces structures qui peuvent accompagner toutes ces activités comme FOMIN pour essayer d'aider nos artisanaux. Et donc nous nous retrouvons aujourd'hui avec des milliers de gens qui font depuis plus de 10 ans l'activité artisanale, mais ils n'ont plus de site viable où vous allez faire l'activité. C'est comme ça qu'avec EGC devait aussi, dans le cadre du cobalt, essayer de faire aussi ce type de recherche pour accompagner ces artisanaux. Quand on découvre, on les encadre, on les laisse exploiter et on récupère ces minéraux-là. Ça donnerait de l'emploi à des milliers de gens. On n'avait aucune idée aujourd'hui, quand on fait les statistiques, c'est plus de 15 millions de personnes qui sont dans l'artisanat. Oui, et si il faut manger combien de familles chez nous, un Africain, il fait manger 5 personnes. Donc c'est tous ces milliers de gens-là, quand vous les laissez, ils reviennent dans les centres-villes, vous savez ce qu'il y a, c'est l'insécurité. Et donc il faut les encadrer. C'est une activité que nous avons commencée, qu'on ne peut pas abandonner puisque ça donne de l'emploi à des milliers de gens. Mais il faut trouver des mécanismes pour bien encadrer, pour que la production soit une production qui soit acceptée aussi internationalement comme étant une exploitation qui donne des minéraux qui ne sont pas des minéraux de sang, des minéraux où on exploite des femmes ou des enfants, et donc des minéraux qui pourront être vendus sans aucun problème à travers le marché international. Très bien. Alors, il y a actuellement un autre défi, le défi du lithium. Comment la RDC peut faire pour justement avoir le contrôle total de cette matière première? Aujourd'hui, c'est de plus en plus en vue, c'est très recherché. Par exemple, au Pérou, les présidents péruviens ont nationalisé même l'exploitation du lithium. Est-ce que la RDC peut aussi emboîter le pas? Comment vous voyez ça, vous, comme un habitué de ces secteurs? Dans notre
loi minière, il est très bien dit que lorsqu'on trouve qu'une substance est stratégique pour notre pays, eh bien, le Premier ministre, à travers le gouvernement, on fait accepter ça par le gouvernement, le Premier ministre peut signer un décret déclarant que ça devient une matière stratégique. À ce moment-là, ça va suivre des lois qui sont des lois particulières, comme dans le cas du cobalt, avec des redevances qui sont différentes des autres. Dans le cas contraire, nous devons exploiter des gisements que nous pouvons nous approprier seuls avec nos propres sociétés du portefeuille de l'État. Et donc, à ce niveau ici, quand vous regardez l'histoire de lithium, même au Manono, là, il y avait déjà un permis de recherche qui était avec des privés qui étaient en train d'exploiter, qui étaient en train de faire de la recherche. Et donc, une société de l'État se met ensemble avec des sociétés privées, ils font de la recherche. Et quand ils font la recherche, ils mettent des moyens. Et donc, à la fin, quand ils trouvent, ce gisement-là n'appartient pas à l'État. Ça appartient au privé qui a trouvé ça. Moi, je vois mal quand on commence même à demander aujourd'hui les renégociations de ce gisement-là. Mais vous négociez quoi? Puisque les négociations devaient se faire avant. Quand vous négociez ce que vous trouvez. Parce que ça devait être déjà dans le contrat en disant si nous trouvons comme ceci, ça sera comme ça. Si nous parce qu'on reproche à la communière d'avoir bradé les ressources, d'avoir sous-évalué le valeur du gisement. Aujourd'hui, ça coûte un peu plus que le montant d'avant, le montant qui a servi de base des négociations. Quand vous regardez la plupart des contrats que nos sociétés du portefeuille de l'État ont signés, combien de contrats où on peut dire qu'on avait très bien évalué les gisements? Il y en a très peu. À part des gisements qui étaient déjà connus par la GECAMINE, des gisements qui étaient déjà connus par Sokimo. Mais la plupart des gisements qu'on a développés après, ce sont des gisements que le privé lui-même, quand il continue à faire la recherche, qu'il a trouvé. On a renégocié un peu des petits pourcentages, mais sinon, comme il a investi de son argent pour trouver ces gisements, c'est devenu difficile. Et donc, nous rentrons encore à ce défi-là dont je vous disais, de l'information géologique. Si notre pays veut vraiment commencer à faire des activités minières avec des partenariats où on récupère des grandes parts, nous devons nous investir pour la recherche géologique. Si nous avons mis ces moyens-là, les 10% de la redevance minière qui vont vers Fomine, c'était pour ça, pour donner des moyens à l'État, pour que l'État commence à réagir aussi comme des privés en faisant de la recherche. Et quand on découvre un gisement, on peut essayer de le mettre en partenariat avec des valeurs un peu plus grandes. Mais sinon, si on va tous les jours avec des gisements qui ne sont pas certifiés, donc celui qui arrive, il dit, peut-être quand nous faisons la recherche, on ne va pas trouver grand-chose. Donc mon argent sera perdu. Donc il ne peut pas mettre 100 millions, 200 millions, 300 millions dans la recherche géologique pendant que toute l'information géologique que vous aviez avant, ce n'était que des indices qu'il y a du lithium. Lorsque lui met ses moyens et trouve qu'il y a telle quantité, vous voulez qu'on renégocie. Mais la base de départ de la négociation pour dire qu'on vous avait donné 15%, 20%, c'était quoi? C'est ça le problème. Et pourtant, nous avons apporté quoi? C'est le gisement. Lui, il apporte l'argent et le développement des activités, que ce soit pour la recherche, et il va développer la mine, etc. Et donc, quand nous apportons le gisement, nous l'apportons en disant notre gisement a telle valeur. Et donc, la faute n'est pas au privé. La faute, le plus souvent, est à nos sociétés du portefeuille de l'État qui prennent le risque de laisser l'évaluation presque du gisement au privé. Et donc, c'est ça qu'il faut essayer d'améliorer. Si nous n'améliorons pas cet aspect des choses, eh bien, on continuera toujours à signer des contrats où, après avoir certifié nos gisements, nous serons toujours en train de regretter que nous avons signé des contrats pour des gisements qui étaient sous-évalués. Un peu l'histoire de la communière et AVZ. Communière AVZ,
les Gécamines avec beaucoup de gisements, que ce soit avec l'Incor, que ce soit avec TFM, etc. Chaque fois qu'on a développé les mines, on trouve que les gisements étaient sous-évalués. On revient toujours dans les mêmes discussions. Il faut qu'on trouve un compromis à un certain moment pour que cette question soit résolue une fois pour toutes. Professeur, il y a une question que vous poser. Est-ce que la transformation locale des minéraux est une solution au contraste d'un pays riche mais la population pauvre? La transformation sur place des minéraux. Les minéraux donc en produits finaux. En produits bien sûr finis qui peuvent être déjà vendus sur place. C'est pas un contraste. Normalement, c'est quelque chose qui doit être fait et qui devait d'ailleurs nous guider. La loi minière elle-même encourage ça, la transformation sur place. Lorsque nous transformons le cuivre, nous avons nos cathodes. Et que sur place, notre besoin en fil électrique est déjà aussi quantifié. Il est mieux de construire des usines qui produisent la partie que nous consommons sur place. Hein? Comme ça, nous n'avons pas à vendre notre cuivre. Il va être transformé à l'étranger sous forme de fil de cuivre et puis nous revenir. Et pourtant, la technologie, on la connaît. Ça, ce sont des choses qu'on doit essayer d'abandonner. Et donc, ça, 5 fois plus cher. Bien sûr, puisque celui qui transforme, hein, la marchandise est partie et puis revenir, donc tous ces transports vont entrer là-dedans. Donc si vous transformez sur place, c'est autre chose. Il y a beaucoup de matières comme ça. Nous avons par exemple le cuivre, je vous ai dit en fil électrique, mais le cuivre revient même sous forme même des barres qu'on met sur les anodes, hein, puisque les anodes sont en cuivre. Et donc toutes ces matières-là, qui sont transformables sur place ici, vont à l'étranger et sous forme des cathodes, et on les transforme là-bas et puis on revient, on vous le revend. Ça, ce sont des choses qu'il faut essayer d'éliminer. Nous avions parlé ici par exemple du lithium, du cobalt, des choses qui entrent dans la fabrication des batteries. Nous avons besoin de ces batteries avec les technologies de demain. Eh bien, nous allons continuer à vendre ces produits et puis ça nous revient sous forme de batteries. Pourquoi ne pas pour la quantité que vous utilisez de vos batteries, que vous puissiez le faire sur place. Et donc la transformation sur place doit être quelque chose qui nous permet d'ajouter, hein, enfin de créer de l'emploi et surtout de retenir les devises qui partent. Parce qu'à chaque fois que nous vendons notre cuivre, les devises à l'étranger, une partie simplement rentre. Et quand on doit venir nous vendre les fils, par exemple, de cuivre, on récupère aussi la petite quantité de l'argent qui est revenu. Ça repart encore sous forme de marchandises. Et donc, au final, nous ne restons presque pas avec des devises qui devaient normalement équilibrer notre économie, hein, sur le plan des taux, etc. Merci aussi.